Une fois, on m'a raconté ça en me disant ta force, Cécile, c'est que tu vois pas. Et c'est vrai que je pense que s'il y a des gens qui me plantent des couteaux dans le dos, je fais il y a un truc qui m'a piqué et puis j'avance. Donc je m'en rends pas compte. Peut-être qu'un jour je m'en rendrai compte et je serai très triste. Mais pour l'instant, ça va. Voilà. Voilà, pour l'instant, ça va. C'était il y a quelques années. Et depuis, eh bien, Cécile Duflot, devenue ministre, serait à l'origine d'un nouveau psychodrame chez des écologistes bien en peine de se trouver une place. Mais quelle marge de manœuvre et quel discours porter quand on est dans la majorité? La parole des écolos a-t-elle vraiment verdi la parole présidentielle? Et quel rôle joue Cécile Duflot qui tirerait encore les ficelles en coulisses? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien tout honneur François Hollande et des écologistes en pleine crise, avec nous 4 invités. Erwan Lecoeur, sociologue et expert en mœurs écologistes que vous avez décortiqué dans de nombreux ouvrages. Daniel Bois, politologue et spécialiste des Verts. Claude Posternac, communicant et président de La Matrice. Vous nous direz ce que vous pensez des ultimatums et autres menaces dont usent les Verts pour infléchir la parole présidentielle. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par la phrase, la menace que brandissent les Verts depuis des semaines, celle de ne pas voter le budget, ce qui, on le rappelle, signifie ni plus ni moins qu'on quitte la majorité. C'est donc une menace lourde. Et la voici répétée dans la bouche de Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie au Sénat. À l'heure à laquelle je parle, non, nous ne sommes pas en situation de voter le budget du ministère de l'écologie. Et pour le budget général, par définition, vu que c'est un des postes budgétaires qui nous importe le plus, eh bien, il y aura une discussion à avoir avec le gouvernement dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà, alors il faut préciser que Jean-Vincent Placé n'est pas n'importe qui. Il est celui qui a négocié les accords Vert-PS avant la présidentielle et les législatives de 2012. Alors question, est-ce vraiment un bras de fer avec une vraie menace ou alors est-ce une pause destinée à, je ne sais pas moi, calmer des militants écologistes un peu déçus, semble-t-il, par le gouvernement? Erwan Lecoeur. Là, en l'occurrence, vous l'avez dit, Jean-Vincent Placé est un négociateur. Et dans une négociation, il ne faut jamais baisser la garde au début de la négociation. Il faut toujours la tenir haute, sa garde. Et puis, petit à petit, revenir à des considérations plus logiques, plus normales. A priori, Jean-Vincent Placé et ses camarades voteront le budget sans aucun doute. C'est d'ailleurs ce qu'il laisse entendre. Simplement, ça doit se négocier. Il faut passer un peu de temps. Ah là, il laisse entendre qu'ils vont voter le budget. Et là, comme l'air de dire, ça se discute, ça se discutera dans les mois à venir. Même, ça se discute. Ça se discute. Ça se discute, ce qui veut dire ça se discute pour qu'on arrive à un vote du budget a priori. Mais simplement, il ne faut pas que ça vienne tout de suite. Voilà. D'accord. Daniel Bois, vous êtes d'accord sur la stratégie politique? Ça se négocie de voter le budget, puisque c'est l'acte quand même principal pour des gens qui sont dans une majorité en coalition. Normalement, on vote le budget. Si on ne vote pas le budget, c'est qu'on sort. Alors, il y a des tas de raisons de sortir. On va les évoquer. Ça manque pas, il y en a pratiquement tous les 8 jours. Voilà, donc c'est l'acte fondateur, normal de le voter. Si on ne le vote pas, ça veut dire c'est terminé, on sort du jeu. D'accord, donc on est là dans de la posture, de négociateur. Alors, on va voir que Jean-Vincent Placé est souvent dans cette posture un peu de bras de fer. Et on va en venir maintenant à ce qui pourrait être justement l'acte 1 de ce bras de fer, lorsque Delphine Batho, ministre de l'écologie, ose critiquer le budget alloué à son ministère, ce qui lui vaut un limogeage express dans la journée, un retour en images. Passation de pouvoir au ministère de l'écologie. Delphine Batho fait ses adieux à ses collaborateurs, parfois émus aux larmes. Chacun est nommément cité. Merci à Gilles Riconneau, merci à Paquita Morlesteiner, merci à Raymond Pointe. Des encouragements courtois à son successeur. Je souhaite à Philippe Martin bonne chance dans ses fonctions et bon travail. Mais il y a un mot qui décidément ne passe pas. De ce limogeage. Voix souvent dissonante au sein du gouvernement, Arnaud Montebourg est le seul à oser soutenir Delphine Batho. C'est une excellente collègue, elle a fait un très bon travail. C'est une amie par ailleurs, je veux lui adresser un message de courage et d'affection. À l'Assemblée nationale, dans l'après-midi, Jean-Marc Ayrault doit justifier l'éviction de sa ministre. Si elle dit, s'il vous plaît, qu'effectivement le budget qu'il a été préparé avec elle n'est pas un bon budget, qu'elle le dit publiquement, il y a un problème politique, un problème de cohérence, un problème de solidarité gouvernementale. Cécile Duflot écoute attentive. Avec Pascal Canfin, l'autre ministre vert, elle a choisi de rester au gouvernement, mais il demande des gages sur la politique écologique. Ils jugeront à l'automne s'ils ont été entendus.
Voilà, donc a priori, ça passe. Cécile Duflot reste muette, hein, on le voit pendant cet épisode. Les Verts décident de rester au gouvernement, mais cela ne s'est pas fait sans tension en coulisses, hein, puisqu'on le rappelle, après Nicole Bricq, Delphine Batho est la deuxième ministre de l'écologie à devoir quitter son poste en un an. Face à l'émotion suscitée dans son parti, Delphine Duflot convoque ce jour-là par SMS une réunion de crise dans son ministère. Mais on ne peut pas dire que cette initiative suffise à unifier la parole, comme le montrent ces deux extraits. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, si le message, c'est de dire ceux qui soutiennent les projets écolos, eh ben, il faut qu'ils dégagent et qu'ils la ferment, eh ben, je peux vous dire qu'on ne va pas la fermer, mais peut-être qu'à un moment, effectivement, on va dégager. La sortie du gouvernement, c'est si le gouvernement ne respecte pas des engagements qu'il a pris. Il a pris des engagements notamment sur le nucléaire, notamment sur le gaz de schiste, notamment sur la fiscalité écolo, qu'il tient pour l'instant. Donc tant qu'il tient ses engagements, il n'y a aucune raison qu'on quitte le gouvernement. Voilà, j'ai dit Delphine Duflot, non, c'était Delphine Batho, la ministre. Et puis voilà, on va parler aussi de Cécile Duflot, décidément, quel lapsus. En tout cas, on voit là bien deux stratégies. Hein. Donc Barbara Pompili qui sort du bureau de Cécile Duflot et veut calmer le jeu. Jean-Vincent Placé qui, lui, n'y était pas et brandit ce qui ressemble là encore à une menace. Denis Bertrand, c'est une menace, là, ce qu'il brandit, selon vous? Est-ce qu'il est encore dans la menace du négociateur? Moi, je pense qu'il y a un style de conflictualité particulier. Je pense que c'est un des aspects par lesquels les Verts se singularisent. C'est-à-dire que la conflictualité est, pour moi, à mettre en rapport avec les effets de personnalisation. Le départ de Delphine Batho est quand même intéressant que le reportage retient la personnalisation et les individualités. L'intervention d'Arnaud Montebourg porte sur l'amitié et la personnalité. Oui. Celle de Jean-Marc Ayrault, justement, tranche parce qu'elle est très Jean-Vincent Placé, vous pouvez dire qu'il est dans ce... Mais Jean-Vincent Placé, oui, je trouve qu'il, lui aussi, il joue d'une certaine manière, de façon très personnelle, le jeu de la conflictualité. Que direz-vous, vous, de la stratégie? Là, on voit qu'il y a une stratégie de conflictualité. Non, d'abord, il faut resituer le départ de Delphine Batho dans son contexte. C'est un contexte où ça bouge énormément dans le gouvernement, il y a beaucoup de couacs. C'est vrai. Et que ce n'est pas tout à fait un hasard que c'est Arnaud Montebourg qui rend hommage à une victime, Montebourg. Batho est une victime, Montebourg, faut pas l'oublier, hein, puisqu'il y a eu un conflit extrêmement violent entre le Premier ministre et Montebourg, et qu'à un moment donné, le gouvernement a souhaité faire acte d'autorité. Oui. Mais ce qui est amusant, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu garder cet extrait, c'est que, dans son intégralité, c'est que la parole d'Arnaud Montebourg rend d'autant plus lourd le silence de Cécile Duflot. Oui, tout à fait. Après, pour revenir à Placé est dans des verbatims qui sont dans la violence, mais il a compris quelque chose de Placé, et c'est un rôle qui lui va bien. Il a compris que François Hollande ne travaille que dans le rapport de force. C'est-à-dire que Hollande ne comprend qu'une chose, il n'a jamais compris que cela, il continue à comprendre cela, c'est le rapport de force. Et que bien évidemment, Placé dans son rôle, il adore faire ça, il adore mettre le levier très haut, donc il le joue naturellement, et ça correspond véritablement à ce qui peut faire bouger les lignes, puisqu'on voit qu'Hollande bouge uniquement lorsque il gronde. Donc quand ça gronde, ça bouge. Quand ça gronde pas, ça ne bouge pas. D'accord. Donc en fait, c'est lui qui a compris comment il fallait s'y prendre avec François Hollande et éventuellement Jean-Marc Ayrault. Et alors la question que ça pose aussi, c'est sur la parole des écologistes, parce qu'on le voit là à l'occasion de cette crise, mais c'est quand même la cacophonie. On entend Barbara Pompili qui justifie le fait de rester, puis lui qui menace. Donc en fait, c'est lui qui a la bonne attitude. On a quand même l'impression que la parole est très éclatée là, une fois de plus, non? Oui, mais ça c'est une très vieille histoire entre les médias et la politique et les écologistes. Une très vieille histoire qui consiste à... les médias voudraient que les écologistes soient tous parlant de la même façon, avec la même parole, le même style. Ce n'est pas possible. Les écologistes ne sont pas, ils sont pas comme ça. Et s'ils faisaient ça, ils perdraient tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, leur seule force étant les petits dans la cour des grands, puisqu'ils ont décidé de rentrer dans une cour dans laquelle ils ne pèsent pas très fort, après la présidentielle relativement mauvaise quand même, alors que les européennes et les régionales avaient été très bonnes. Là, ils ont perdu beaucoup de choses à la présidentielle avec ce 2,3% et les législatives. Et donc, du coup, sur la stratégie à deux voix... Et donc, Jean-Vincent Placé, puisqu'il est question de lui en l'occurrence, le dit lui-même, et ça a été théorisé, c'est une claque, une caresse. Et là, en l'occurrence, vous avez la claque et la caresse. Les deux en même temps. C'est pas lui, cette fois. Mais d'habitude, il peut aussi caresser de temps en temps. Il a cette propension à dire une fois que... Mais donc, ça veut dire que c'est une stratégie
stratégie chez les Verts C'est pas seulement une stratégie, c'est qu'ils ne savent pas fonctionner tout à fait autrement. Et on l'a dit, dans la conflictualité, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir tirer quelque chose parce qu'ils sont dans ce rapport du faible au fort avec le Parti socialiste depuis très longtemps et que ce n'est que dans cette conflictualité-là qu'ils ont réussi à tirer des choses. Et alors, dernier mot quand même sur Cécile Duflot, parce que là, on la voit justement d'une part muette pendant cette crise. Alors, on va avoir d'autres épisodes et puis surtout convoquant cette réunion à son ministère. Alors, quelle image elle renvoie à ce moment-là ? Est-ce que c'est pas là aussi, est-ce qu'on voit qu'elle est très critiquée aujourd'hui, on va y revenir, est-ce que c'est pas le début, un peu les prémices là, qui sont jetées ? Ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que ce parti s'est construit sur de grandes ambitions, c'est-à-dire une double ambition. Une première ambition de remettre l'écologie au centre de la réflexion politique en France, mais une deuxième ambition, c'est de repenser la démocratie, la représentation démocratique. Et que des deux côtés, et c'est extrêmement difficile d'être vert aujourd'hui contre le courant, puisque le courant va pour de la croissance, de l'économie, et que les Verts n'ont pas su saisir cette chance. C'est-à-dire ni dans les mots. Pas une partie du courant, parce qu'en même temps, dans l'opinion publique, ça reste une préoccupation. On va dire que c'est pas dans les discours. C'est vrai, mais la première préoccupation, les deux premières préoccupations des Français, on les connaît, c'est le chômage et le pouvoir d'achat. Donc c'est extrêmement. Non, des Français. Les Français le disent clairement. Restons sur Cécile Duflot. Et donc Cécile Duflot, elle a aussi un autre problème, c'est que historiquement, les Verts ont toujours été préférés, appréciés par les Français. Toujours, c'est le parti préféré des Français, il faut quand même le rappeler. Pas celui pour lequel ils votent le plus, mais celui qui est pratiquement le préféré des Français depuis 1992. Et elle sait, que quand ils sont au gouvernement, ils sont encore préférés. C'est-à-dire qu'on les aime bien dans ce rôle. Ah, même au gouvernement. Mais oui, on les aime bien finalement dans ce rôle. Et même les sondages récents viennent le montrer. Ce parti politique gagne toujours. C'est pas comme chez les Verts, plus de gens à sa cause quand il est dans le gouvernement que quand il est dehors. Donc Cécile Duflot, elle a aussi une forme de réalisme politique, c'est restons au gouvernement tant qu'on a encore quelque chose à y gagner. Et puis, en sortir sur un coup de colère, ça ne ferait que renforcer cette image des écologistes qui sont des adolescents éternels qui partent sur des coups de colère. Et ça, c'est pas bon non plus. Bon, alors cela dit, Cécile Duflot a dit cet été qu'elle avait beaucoup hésité à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai que suite à ça, le limogeage de Delphine Batho a quand même marqué un tournant, cette rentrée, puisqu'ensuite le gouvernement a donné le sentiment de vouloir mieux tenir compte des exigences des Verts. C'est ainsi que fin août, le nouveau ministre de l'écologie, le socialiste Philippe Martin, se déplace chez les Verts pour leur annoncer que leur priorité, celle de la fiscalité verte, va être mise en place. Enfin, sur la fiscalité écologique, je suis venu vous confirmer ici à Marseille la décision actée par le Premier ministre de créer une contribution climat-énergie. Il nous faudra maintenant la construire pour éviter les déboires que nous avons connus avec la taxe carbone. Il faudra bien la paramétrer, tenir compte de la réalité économique et sociale, monter un dispositif qui soit à la fois lisible, juste et progressif. Voilà, alors attention, j'insiste, ce n'est plus la taxe carbone qu'avait tenté de créer Nicolas Sarkozy. Non, cette fois, c'est la contribution climat-énergie. Le problème est que les Verts, partisans de cette fiscalité, ont parfois un peu de mal à saisir la nuance. La taxe carbone, c'est d'augmenter la fiscalité qui pèse sur les pollutions, sur les émissions de CO2 qui contribuent au changement climatique. Voilà, alors c'était cet été. Entre-temps, il a peut-être un peu revu son discours, mais c'est vrai qu'il a continué à parler de taxe carbone, contrairement aux socialistes qui, eux, se sont tout de suite employés à expliquer que les deux n'avaient rien à voir. J'ai été contre la taxe carbone parce qu'elle était trop coûteuse pour les ménages, mal ciblée et qu'elle ratait donc sa cible. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord de rattraper les pays européens, les autres pays européens qui ont une fiscalité verte beaucoup plus importante. Et il s'agit surtout de parvenir à des changements de comportement et à des modifications qui s'appellent la transition énergétique et qui aboutiront à des gains de pouvoir d'achat pour les Français. Nous créons, là encore, conformément aux engagements du président de la République, une contribution climat-énergie qui ne sera pas un impôt de plus, mais une réforme fiscale, une réorientation de la fiscalité. Il n'y a pas de taxe supplémentaire. Il s'agit simplement, pour le gouvernement, de passer en revue tous les impôts déjà existants et de faire en sorte que les impôts qui portent sur des activités vertueuses pour l'écologie, pour l'environnement, soient baissés, et que les impôts qui portent sur des activités pernicieuses pour l'écologie, pour l'environnement, pour le développement durable soient augmentés. Alors voilà, donc Denis Bertrand, question très simple. Que pensez-vous de ces efforts pour imposer l'idée que la contribution n'est pas une taxe ?
Déjà, on peut dire que, comment dirais-je, la culture écologique a introduit un langage au sein du monde politique qui est un langage technique. Moi, je suis très frappé par cette dimension de la technicité qui se traduit dans les mots par des fabrications verbales assez étonnantes, parce que contribution, climat, énergie, fait comme 3 noms collés ensemble. C'est pas les écolos qui l'ont imposé, les écolos ils parlent des taxes carbone, justement. Le monde, la problématique écologique introduit une dimension technique, une dimension techno-scientifique dans le langage lui-même. Alors évidemment, la différence entre les 2 mots et les 2 expressions, c'est une différence du négatif au positif. C'est une différence de la sanction à la proposition. C'est une différence de la punition. D'ailleurs, ce qu'on vient de dire, le mot taxe, d'ailleurs, dans le langage courant, quand on dit se faire taxer, c'est-à-dire se faire voler quelque chose. Donc c'est pratiquement un synonyme du vol. Voilà. Donc il faut éviter, évidemment, un mot dont les connotations sont à ce point négatives que tout l'objet lui-même part à la dérive avec cette négativité. En même temps, taxer les pollueurs, on peut dire que c'est qu'ils n'assument pas cette logique finalement un peu qui pourrait être une logique. Le positif de contribution est quand même très important. C'est à ce moment-là, ça devient un projet, ça devient une dynamique. Il y a une finalité, une contribution. Il y a un but visé. Oui, au risque de se faire rattraper quand on se rend compte quand même qu'on taxe. C'est peut-être un peu le problème que Posternak sur la stratégie de communication là autour de ça. Non, mais là, il y a un glissement sémantique évident. Aujourd'hui, il suffit de voir le sondage qui est sorti dans Le Monde qui parle du problème des Français avec les impôts. 80%, on arrive à des scores énormes. Ça veut dire qu'il y a des mots qui sont des mots interdits. Le mot taxe, en ce moment, n'est pas bien posé. Contribution, bien évidemment, ça veut dire qu'on contribue à améliorer l'avenir. Simplement, au niveau des écologistes, il y a un problème de sémantique évident, de forme. C'est-à-dire qu'ils banalisent leur discours et ils n'arrivent pas à le faire visualiser. Comment ça, ils le banalisent ? Ils le banalisent. D'abord, il y a un mot qui est magique, qui est noble, qui est écologique ou écologiste. Et eux, ils parlent d'écolos. Nous, les écolos. Quand vous dites nous les écolos, déjà vous vous renvoyez vous-même dans de la caricature. On dit les écolos, on sait ce que c'est. Eux-mêmes, lorsque vous entendez Cécile Duflot parler, elle dit nous les écolos. Et ça, c'est une catastrophe. Première chose. Et la deuxième chose, les écologistes n'ont jamais trouvé un acte de visualisation fort qui les font sortir de ce qu'ils représentent aujourd'hui dans l'opinion, en gros comme les casse-pieds, ceux qui permettent pas de faire tourner les choses. Mais sur la communication des socialistes, parce que là c'est vrai que ce qu'on voit sur cette histoire de taxes, de contributions, c'est beaucoup du côté des socialistes, avec aussi le risque que ça leur vienne un peu en boomerang pour expliquer que c'était pas une taxe, alors que ce sera quand même finalement une taxe. Non, mais la difficulté des socialistes, c'est une difficulté initiale. Et ce qu'ont manqué les socialistes au départ, c'est la vraie réforme fiscale. Et vous ne pouvez pas rentrer, que ça soit une taxe carbone, que ça soit une contribution, en tous les cas un acte citoyen en termes d'impôts, si vous ne rentrez pas dans un registre global. Parce que si vous rentrez uniquement sur on va prélever encore quelque chose de nouveau, et si vous ne l'intégrez pas dans une vision globale de ce qu'est la fiscalité, ça ne marchera pas. Sarkozy s'est trompé là-dessus, le Parti socialiste s'est trompé là-dessus, et les perdants malheureusement, ce sont les Français, ce sont les jeunes pour leur avenir, et ce sont les Verts en premier. D'accord, donc en clair qu'on l'appelle contribution ou taxe, ça ne change rien du moment que ce n'est pas inscrit dans un projet global. Alors vous avez évoqué Nicolas Sarkozy, on va vous faire réagir. Mais d'abord, petite comparaison avec le précédent, celui de 2009, lorsque Nicolas Sarkozy avait voulu créer cette taxe carbone. Alors, illustration avec un sujet de l'époque, sujet dans lequel on voit aussi Cécile Duflot, patronne des Verts à l'époque, qui prenait activement part au débat sur la détermination du montant de cette taxe. À en croire le Premier ministre qui s'exprime ce week-end dans le Figaro Magazine, tout semblait arrêté concernant la future taxe carbone. 14 € par tonne de CO2 émise et l'électricité exonérée. Et puis coup de théâtre reçu à l'Élysée ce jeudi, les Verts affirment le contraire. L'interview du Premier ministre n'est pas parole d'évangile, n'est pas inscrit dans le marbre. Ça veut dire tout simplement, selon le président de la République, que la discussion reste ouverte. Pour le président, il est urgent de calmer le jeu. Selon les sondages, plus de 3 Français sur 4 y sont opposés. On leur dit la vérité, ils vont payer une contribution climat, énergie, comme il y a d'ailleurs déjà eu des contributions pour la sécurité sociale par exemple. Personne ne dit que ça ne sera pas payé, mais ça sera compensé. Vous aurez une réduction d'impôt sur le revenu dès l'année prochaine. Et pour les ménages français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, vous aurez
le versement d'un chèque vert équivalent. Plus vous ferez d'économies d'énergie, moins vous paierez la taxe carbone, mais le remboursement, il vous est acquis. Voilà, alors eux aussi s'étaient donné du mal pour la vendre, cette fameuse taxe carbone à l'époque, et puis ça n'avait pas marché, elle avait été petit à petit vidée de sa substance avant d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors Erwan Lecoeur, je voulais justement savoir ce que vous pensez des arguments, alors rétrospectivement de ceux de 2009, est-ce qu'ils s'y étaient avec le recul bien pris, et puis comparativement ceux d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec Claude Posternak sur la manière de... Voilà, les critiques faites, notamment concernant la manière de promouvoir et d'expliquer cette taxe carbone ou contribution climat-énergie. Alors au départ, de toute façon, on parle de quelque chose qui s'appelait l'écotaxe dans les années 90, qui avait été défini à l'époque déjà, il y avait un autre nom, voilà. par les écologistes, en effet, qui s'appelait l'écotaxe, c'est-à-dire on arrête de taxer uniquement le travail, on taxe également le carbone. Voilà, c'était assez simple, c'était une façon de passer à la société du XXIe siècle. C'est ça l'idée des écologistes. Elle était en effet plutôt belle et plutôt intéressante. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de montrer, c'est que Nicolas Sarkozy s'exprime exactement en septembre 2009. Septembre 2009, c'est à peine 2 ou 3 mois après juin 2009. Juin 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Europe Écologie vient de faire un merveilleux score aux européennes et Nicolas Sarkozy, enfin analyste politique, sait très bien ce qu'il en ressort. Et il reprend exactement, je le sais, à l'époque il se trouve que j'avais un tout petit peu travaillé avec les écologistes sur la définition de cette chose, ce fameux chèque. Eh bien, cette histoire de chèque a été inventée par Europe Écologie, justement, pendant cette campagne. Donc, Nicolas Sarkozy ne fait que reprendre quelque chose qui est dans l'air du temps, ce qu'il a fait d'ailleurs tout le long de son mandat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi des moments historiques dans lesquels les mots viennent se poser. Et le moment historique de 2009, c'est le moment où les écolos sont au plus haut. Et donc on leur prend leur langage qui est au plus haut dans l'opinion. 20% des Français ont voté pour des écologistes, pour ceux qui ont voté. 20% des votants, oui. Des votants ont voté pour les écologistes aux européennes. Ils sont très haut dans l'opinion. Et donc on peut leur reprendre le terme de chèque. Parce que c'est quasiment le meilleur. C'est un chèque vert, vous imaginez? Oui, vous allez recevoir un chèque vert. C'est génial. C'est excellent. Et donc aujourd'hui, la dispute... Et il insiste beaucoup d'ailleurs sur ce qu'on va donner et sur le fait qu'effectivement on aide aussi. L'État va donner pour les raisons écologistes. Et alors aujourd'hui, donc à l'époque, toute personne qui veut faire une entre guillemets écotaxe va l'appeler plutôt contribution climat, parce que c'est plus neutre, c'est plus sympathique, c'est plus joli. C'est d'ailleurs le terme que les écologistes ont toujours voulu mettre sur le devant de la scène, la contribution climat-énergie. Et aujourd'hui, comme ils s'en mêlent un peu les pinceaux par moment, ils reparlent de taxe carbone. Parce qu'on a vu Pascal Canfin, écologiste lui-même, qui se trompe alors. En effet, mais donc quand on veut le mettre en place, on parle de contribution climat-énergie, vous l'avez montré, en effet c'est Jean-Marc Ayrault. Et puis quand on veut revenir sur cette mesure et qu'on dit oh non finalement on va faire marche arrière, on reparle de taxe carbone, c'est ce qui est en train de se produire ces derniers temps, même au sein du gouvernement. Ah, vous avez l'impression que le mot taxe carbone, d'accord, donc c'est un marqueur. Quand on entend taxe carbone, on peut se dire il est contre, enfin sauf... On va pas se cacher, il y a un piège évident avec la taxe diesel et la taxe carbone, c'est-à-dire au moment des municipales, dire regardez nous allons vous taxer un peu plus pour faire plaisir aux écolos parce qu'ils en ont besoin les écolos qu'on vous taxe. C'est ça le piège et les écologistes sont très conscients de ce piège. Les municipales arrivent, les socialistes et les écologistes sont partenaires, mais quand même concurrents au moment des municipales. Alors on va peut-être terminer aussi sur Cécile Duflot, donc que l'on voit là dans ce reportage de 2009, dans la cour de l'Élysée, en train de discuter du montant de la taxe, qui était d'ailleurs plus élevé à l'époque que ce qu'elle est pour l'instant aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui on ne l'entend plus. Alors on a l'impression qu'il y a clairement un changement de stratégie. Alors est-ce que c'est parce que finalement les écologistes sont piégés en étant au gouvernement? Est-ce que c'est parce qu'ils font plus confiance à François Hollande qu'à Nicolas Sarkozy? Ou alors parce qu'ils se rendent compte que leur activisme de l'époque a été peut-être contre-productif, Daniel Boire? On n'est pas dans la même situation quand on est au gouvernement et quand on est à l'extérieur. Donc Cécile Duflot, elle a expliqué la stratégie à un moment, elle a expliqué les contraintes dans lesquelles elle est. Ça a été expliqué autrefois par Chevènement en termes assez brutaux. Voilà, on la ferme ou on s'en va. Et elle a bien intégré ça, parce que Duflot, elle a bien intégré les contraintes gouvernementales. Certains disent trop bien, d'ailleurs. Trop bien. Ceci dit, ça n'empêche pas d'attaquer brutalement un ministre quand c'est nécessaire. Manuel Valls, mais sur autre chose. Donc elle peut avoir un discours assez violent contre Valls. Ça passe. Ça veut dire qu'elle a parfaitement compris où sont les lignes et qu'elle joue très bien le jeu politique. Donc ce n'est finalement que la conséquence de sa présence au gouvernement. Et donc, alors on a dit que les écologistes étaient devenus plus discrets. Alors vous nous avez expliqué pourquoi. C'est vrai. Enfin c'est vrai du moins pour certains d'entre eux et c'est vrai à une exception près, celle de Pascal Durand, futur ex-patron des Verts, qui avant la conférence environnementale de fin septembre mettait un gros coup de pression en posant carrément un ultimatum à François Hollande. On revoit les images.
Faire de la politique, c'est faire des choix. Et les choix qui sont faits à ce stade par le gouvernement ne correspondent en rien à des choix de la transition écologique. Ils sont à l'opposé de ce que nous portons. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, dans 6 jours, la conférence environnementale s'ouvre et se clôture par la même occasion. Nous avons 6 jours devant nous pour définir la capacité qu'a ce gouvernement à intégrer les questions écologiques dans son logiciel. Voilà, alors on commence à discuter, est-ce une bonne stratégie l'ultimatum ou pas? On va y revenir, mais d'abord on regarde la manière dont François Hollande lui répond quelques jours plus tard avec un discours salué par les commentateurs, comme on dit, comme étant offensif sur la question de l'écologie. La transition énergétique n'est pas un choix de circonstance, n'est pas un compromis, n'est pas une négociation. La transition énergétique, c'est une décision stratégique. Ce n'est pas un problème, c'est la solution. Voilà, alors suite à ça, question, que pensent les Verts de ce discours? Sont-ils satisfaits? L'ultimatum a payé? Eh bien là encore, on a l'impression d'avoir des réactions assez nuancées. Regardez. Les écologistes attendaient avec impatience le discours du chef de l'État. Ils espéraient des annonces, les parlementaires verts allant même jusqu'à menacer la semaine dernière de ne pas voter le budget 2014. Alors, la TVA à 5% sur l'isolation thermique et la nouvelle version d'une taxe carbone ont rassuré. Les ministres verts se disent entièrement satisfaits. L'objectif de réduire de 50% la consommation d'énergie, c'est un objectif très ambitieux. Ça oriente aussi un pays. C'est ce qu'on attend d'un chef de l'État, c'est qu'il dise quelle est l'orientation globale qu'il souhaite donner à ce pays. Les associations, elles, sont plus mesurées. À l'instant T, je trouve que ça va dans le bon sens. Mais vous savez, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Donc ce qui compte après, c'est est-ce que tout ça engage une dynamique et une contrainte, ou est-ce que tout ça va retomber comme un flanc? Voilà, alors j'ai dit réaction nuancée, j'aurais dû dire réaction contrastée, parce qu'elles ne sont pas nuancées, elles sont surtout contrastées. Alors Daniel Bois, vous disiez, normal, Cécile Duflot ne s'exprime pas, elle est au gouvernement, elle a bien compris la logique, mais là, c'est pas simplement qu'elle ne s'exprime pas, c'est qu'elle est enthousiaste suite aux propositions de François Hollande. Alors, je trouve qu'elle en fait une tonne, là, quand même, parce que on sait bien que le diable est dans les détails. Ces jours-ci, on a annoncé qu'on allait prolonger les centrales nucléaires de 10 ans. C'était pas dans le discours de la conférence environnementale, ça on l'a pas vu. C'est une énormité. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un jeu assez compliqué à comprendre pour les écolos qui sont au gouvernement. Un jour on leur dit un truc, un jour on leur dit autre chose. Et eux ne retiennent que les choses positives. Ils retiennent que les choses positives, ils discutent entre eux. C'est quand même, ils sont dans une situation que je trouve vraiment compliquée maintenant. Au sortir de cette conférence, ils disent, en gros, c'est génial, c'est super, on a gagné. 8 jours avant, c'est pas ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, par exemple, sur les 10 ans? Ils vont dire le contraire. Sur le site de LV, c'est marqué, c'est un scandale. Oui, mais Cécile Duflot n'en parlera sans doute pas. Elle sera prudente pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Elle sera prudente, c'est pas forcément elle. Elle peut parler qu'en positif ou en relatif positif, en tout cas quand il s'agit du gouvernement lui-même. Il y en a d'autres, passés, on en a parlé, qui vont réagir à mon avis. Et donc on va rentrer à nouveau dans ce style et dans ce combat. Et ça finira mal. Moi je vais vous le dire. Ça finira mal. Alors attendez, pourquoi ça? Alors vous êtes très loin de cœur sur ça finira mal. Pourquoi? Et puis sur la communication après de Cécile Duflot. Ça ne peut que finir mal pour 2 raisons. D'abord parce qu'en effet il y a une dissociation de plus en plus forte entre ceux qui sont au gouvernement et aux affaires, Jean-Vincent Placé, Cécile Duflot, et ceux qui sont dans le parti qui doivent en faire. On l'a vu avec Monsieur Durand, avec Pascal Durand, qui doit en faire parce qu'il doit aussi tenir son parti, qui est une base militante, qui va à un congrès. Il y a un congrès des écologistes là, en ce moment, fin novembre, très bientôt. Il y a un congrès. Donc la question est qui va ressouder les troupes qui restent, parce que beaucoup sont en train de partir. Vous parliez de Pascal Durand, mais il y a Noël Mamère, et puis il y en a d'autres. Et puis il y a Danny Cohn-Bendit, et puis il y a tous ces gens qui étaient venus à Europe Écologie en 2009. Finalement, il ne reste pas beaucoup de tout cela. Deuxième chose, il y a les municipales derrière. Et les écologistes ne sont pas très prêts pour les municipales, et on sent bien qu'ils commencent à sentir un peu le coup près qui vient sur leur gorge au moment des municipales. Parce que François Hollande, derrière, est un fin tacticien. Et il fait ce que, finalement, François Mitterrand avait fait avec le Parti communiste français. C'est-à-dire, il les embrasse par moments, et puis il les lâche par d'autres, pour finalement tuer l'idée même de l'écologie en politique. Ah, c'est ce qui fait, vous, François Hollande, vous dites là. Évidemment. Je pense que tous les socialistes sont un peu faits comme ça. C'est-à-dire, quand ils ont des adversaires concurrents
partenaire au sein de la gauche adversaire, plurielle. Concurrent, partenaire, dis donc. Mais oui, c'est toujours comme ça. Alors, du coup, ça pose la question de leur stratégie à eux. Alors, il y a la base, qui est peut-être pas très contente, vous l'avez dit, mais il y a la stratégie, on l'entend notamment de Cécile Duflot. Ça, c'est le problème des écologistes, c'est qu'en général, ce sont de très bons élus quand ils sont en communication, passe, quand Cécile ils sont Duflot. dans l'élection. Et Cécile Duflot, elle sait qu'elle est une plutôt bonne ministre, objectivement, même les socialistes le disent, comme Pascal Canfin, ce sont de bons ministres, mais à un moment donné, c'est aussi très dangereux de rester trop longtemps ministre parce qu'on n'existe pas en dehors, comme par exemple un Jean-Luc Mélenchon. Être dedans, c'est exister dans les médias quand même, mais être dehors, ça permet de faire vivre une parole autonome. Et la question qui est posée aux écologistes, elle est toujours la même. C'est l'écologie, doit-elle changer la politique ? Ou est-ce que c'est les écologistes doivent-ils changer en faisant de la politique, eux. Ouais. Et Nicolas Sarkozy avait tenté de les tuer avec le Grenelle. François Hollande essaie de les tuer en les mettant au gouvernement et en les calmant au sein du gouvernement. Voilà, en tenant des grands discours par moment, pas forcément toujours suivis des faits. Transition sans vraiment la faire. Alors, il y a eu au départ, on l'avait évoqué, ce fameux ultimatum qui a suscité plein de conséquences et on va y venir. Mais d'abord sur ce fameux ultimatum de Pascal Durand. Alors, est-ce que c'était une bonne idée ou pas D'abord, Denis Bertrand, votre analyse sur cet ultimatum, parce que c'est vrai que c'est pas forcément fréquent de poser un ultimatum comme ça à ses alliés politiques. D'abord, je me pose la question du mot ultimatum. Oui. Il est employé par qui ? Par ceux qui n'ont pas aimé. Non, oui, il est employé comme un abrégé, une synthèse d'une phrase extrêmement compliquée que Pascal Durand adresse, d'une interpellation, mais qui n'a pas la forme syntaxique ni sémantique d'un ultimatum. C'est un cri du cœur, un cri d'alarme. Je l'ai noté très précisément. Il dit nous avons. Il s'adresse. Moi, je crois que c'est très important, c'est qu'il s'adresse. Il s'adresse. Non, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Oui, mais il est devant les militants. Oui. Et il dit nous avons 6 jours devant nous pour définir la capacité qu'a le gouvernement à intégrer des questions écologiques dans sa politique. Et moi, je trouve, dans son logiciel, alors je trouve que la traduction de cette phrase dans le mot ultimatum est quand même un geste. C'est un geste comme médiatique, politique, mais il me semble tout de même que le discours de Pascal Durand est intéressant en lui-même et sa traduction brutale. Oui, caricaturale pour le coup. Et quand même produit un effet politique lui-même. Et alors attendez, Daniel Bois, parce que vous disiez, et qui a été faite par les socialistes à dessein. Et alors vous disiez, Daniel Bois, c'était maladroit. Vous disiez que c'était maladroit cet ultimatum, même si ce n'est pas un ultimatum, effectivement, comme nous l'a très bien expliqué Denis Bertrand. La parole politique, on interprète ce que dit la personne. Donc si on dit il y a 6 jours, les gens disent si 6 jours, ça veut dire qu'il y a un coup près, ça tombe. Donc je trouve pas que ça soit très très adroit. Quand on est dans cette position de parti un peu chahuté, avec des choses contradictoires, etc., et qu'on est quand même minoritaire dans une coalition, on n'a pas des forces extraordinaires, et qu'on dit qui est interprété par tout le monde, et il faut anticiper que ça va être interprété comme ça, et qu'on dit il y a un ultimatum, puisque c'est ça qui est interprété par les médias. Moi, je trouve que c'est pas très, très, très habile. Voilà, je trouve ça un peu brutal. Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont eu raison de s'énerver, parce que c'est ce qui s'est passé, ça les a énervés. Ça les a un peu énervés, c'est assez compréhensible. Et alors, concernant donc cet entre guillemets ultimatum, on n'ose plus l'appeler ultimatum, parce que bon, même si ça y ressemble. Donc, côté scène, finalement, ça n'a pas donné grand-chose, enfin, si ce n'est peut-être ce discours de François Hollande, mais côté coulisses, alors ça a fait d'énormes vagues, au point qu'RTL, donc la radio, affirme le jour même de la conférence environnementale que Matignon et l'Élysée auraient demandé la tête de Pascal Durand et que Jean-Vincent Placé, toujours lui, se serait mis en quête d'un remplaçant. Le lendemain, Pascal Durand annonce qu'il ne se représentera pas à la tête du parti lors du congrès fin novembre. Et là, pour Noël Mamère, pas de doute, il s'agit d'une éviction. Comment vous vivez ça ? Est-ce que c'est... Je vis très mal. Oui. Je vis très mal l'éviction de Pascal Durand. D'abord, Pascal Durand, il a été installé ici par ceux-là même qui aujourd'hui sont en train de lui montrer le chemin de la porte. Cécile Duflot ? C'est Cécile Duflot et ses amis. Là, je trouve que Cécile Duflot a été une excellente secrétaire nationale des Verts, des écologistes, qu'elle a permis justement cette ouverture des Verts à Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Aujourd'hui, elle est la vraie patronne d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, il n'y a que les imbéciles ou les naïfs pour croire le contraire. Elle n'est pas la seule. D'ailleurs, les esprits critiques à Europe Écologie Les Verts ont une expression que je trouve tout à fait adaptée à la situation. Ils l'appellent la firme. Ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir au sein d'Europe Écologie Les Verts et qui finalement en font le destin, nomment et révoquent
ceux qui sont à leurs ordres finalement. Et Pascal Durand, quelles que soient ses qualités, il n'était dans cette affaire qu'un fusible. Suite à ça, donc Noël Mamère claque la porte des Verts, donc ça fait beaucoup de bruit. Quant à Cécile Duflot, la vraie patronne, selon lui, écoutez sa réponse. Mais alors c'est une réponse donnée comme ça au détour d'une phrase, d'un exposé sur autre chose. Ça concerne sa vie au gouvernement et c'est très rapide, écoutez. Et on m'a dit, ça se passe quand même bien avec Duflot. Le sous-entendu, c'est bien qu'elle soit écolo. Et je dis, c'est parce que c'est la culture des écologistes. Quand on est dans un parti politique où aucune décision n'est prise quand on n'obtient pas 60%, on a peu l'habitude de considérer qu'on décide tout seul et pour tout le monde. Je le rappelle à toutes fins utiles pour ceux qui croiraient que ça se passe comme ça chez les écolos. Voilà, alors les écolos, elle dit bien les écolos, effectivement, vous l'aviez dit, mais sinon, pour le reste, elle fait une petite allusion très rapide quant à Jean-Vincent Placé, qui lui aussi ferait partie de la fameuse firme décrite par Noël Mamère. Eh bien, il dément lui aussi, il dit que c'est même une légende urbaine, écoutez-le. Je veux faire pièce à cette légende urbaine qui s'est propagée dans le microcosme parisien de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault voudrait la tête de Pascal Durand, mais c'était faux, vraiment. C'est totalement faux. Enfin, j'espère que vous n'avez pas cette vision de la politique qui ressemble un peu à Soprano. Après, avec Pascal Durand, le secrétaire national, d'évidence, il avait une réflexion aussi assez personnelle par rapport à ce qu'il voulait faire. Il est candidat aux élections européennes, il portera nos couleurs, et moi je suis élu de l'Île-de-France, je soutiendrai pour la tête de liste en Île-de-France. Voilà, la politique, c'est pas les Sopranos. Et visiblement, il est un peu piqué au vif, comme ça, d'être traité de membre de la firme. Alors, on va réagir aux réactions des uns et des autres. Mais d'abord, Denis Bertrand, sur le choix de ce mot, la firme, qui est un mot, effectivement, on l'avait déjà entendu sur ce plateau. Vous nous aviez expliqué, d'ailleurs, que c'était comme ça que les duflotistes étaient appelés chez les Verts. Alors, ce terme, c'est vraiment une insulte. Oui, la firme, c'est un mot qui a une très longue histoire. C'est très amusant, parce que à l'origine, ça veut dire la signature. C'est l'authenticité d'une signature, comme on a dans confirmer, affirmer, etc. Firme. Et le sens que ça a pris au niveau économique et commercial, c'est le contraire, c'est l'identité institutionnelle du pouvoir. C'est la firme multinationale. Et donc c'est une composition de pouvoir concentrée en un lieu presque abstrait. C'est ça. Presque abstrait, quoi. Parce que c'est pas l'entreprise, la firme. C'est pas l'entreprise, c'est pas quelqu'un qui tire les ficelles d'une espèce de nébuleuse. Et la firme, c'est vraiment un objet, un lieu de pouvoir abstrait. Un lieu de pouvoir abstrait mais extrêmement puissant. Enfin, c'est le maximum. Et alors, Erwan Lecoeur, du coup, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la réponse à cette attaque de la part de Cécile Duflot et de Jean-Vincent Placé, c'est qu'aucun ne répond précisément et vraiment à cette critique, quoi. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. En effet, la firme, je crois que ça vient d'un film en réalité. Moi, ça fait un petit moment que j'entends parler de cette firme. Objectivement, la firme, c'est pas forcément le bon mot d'ailleurs, comme vous venez de le rappeler. C'est pas forcément le bon mot. Ce qui se passe, c'est que chez les écologistes, il y a des amitiés. Il y a des amitiés, il y a ce qu'on va appeler des sortes de clans, c'est-à-dire des familles élargies, comme dans toutes les sphères humaines. Et que là, en l'occurrence... c'est pour ça, c'est pas les Sopranos. Non, c'est autour de Cécile Duflot. Il y a eu, depuis des années, des amitiés, des gens qui ont fait de la politique ensemble, comme c'est le cas au Parti Socialiste, comme c'est le cas ailleurs. La firme, ça nécessiterait quand même une espèce de multinationale, vous l'avez rappelé. Là, on est quand même dans une TPE, plutôt qu'une multinationale, d'abord. Mais simplement, ce qui est intéressant dans cette image et dans cette histoire, c'est quand même, et ça, on l'a souvent dit sur ce plateau, c'est que les écologistes, quand ils commencent à faire de la politique, avec un Jean-Vincent Placé qui a été formé, comme certains l'ont bien noté, à la social-démocratie la plus, je dirais, traditionnelle. Eh bien, Jean-Vincent Placé, c'est un négociateur, un bon négociateur. D'ailleurs, il a négocié très bien pour les députés, les sénateurs, etc. Quand les écolos savent négocier, les socialistes disent « Regardez, ils sont aussi pourris que nous ». Sous-entendu. Et quand ils ne savent pas négocier, c'est en gros, c'est des insupportables non-négociateurs, c'est des adolescents, c'est des sales gosses, etc. Donc d'une certaine façon, l'appellation de la firme, ça veut dire les écolos ont trouvé une espèce de dirigeant, de PDG d'une société qui n'est pas tout à fait une firme, qui est plutôt une PME. Ce serait Jean-Vincent Placé avec Cécile Duflot, etc. Bref, il y a une bande de gens qui se sont coalisés et qui ont réussi à prendre le pouvoir. Ça a déjà été le cas avec les voinétistes. On ne se souvient jamais parce qu'en France, on ne fait pas d'histoire, mais les vonétistes avaient la même chose exactement, très précisément. Et les végétariens avant eux avaient donc en fait, c'est un parti qui a souvent été tenu comme ça par un clan, une famille, même si, comme dit Jean-Vincent Placé, c'est pas les Sopranos. Tellement petit qu'il n'y a pas plusieurs firmes
comme au Parti socialiste, il y en a en général une avec 1 ou 2 ministres. Donc finalement, il y a la firme, alors qu'au Parti socialiste, il y a les firmes, si vous voulez. Et là, on n'en parle jamais. Et alors, pour revenir sur la manière dont répondent Jean-Vincent Placé et Cécile Duflot, parce que c'est vrai que c'est quand même incroyable de les voir répondre de manière aussi allusive, parce qu'il est quand même, un peu une espèce de grenade dégoupillée. On a l'impression que lance Noël Mamère, comme ça, en mettant tout sur la place publique. Mais d'abord, Noël Mamère, il adore dégoupiller des grenades, il avait ça toute sa vie. Hein. Bon, il était à la Génération Écologie, il a fondé un parti. D'accord, donc ils ont l'habitude. Il a l'habitude de la grenade, il aime bien. Il aime bien. Et là, Maintenant, moi, il y a un truc qu'on n'a pas dit qui me paraît extraordinaire, c'est qu'à peine Pascal Durand carbonisé, on apprend, et c'est pas démenti, que le prochain secrétaire général, la prochaine secrétaire générale sera quelqu'un qui est plutôt poussé par Cécile Duflot. Et tout le monde trouve ça normal. Ah bon ? Maintenant, c'est la ministre écolo qui dit qu'elle va être le secrétaire général. C'est ça la politique autrement et personne proteste. Oui, mais déjà, c'est pour ça qu'au début de l'émission, quand je vous disais... Mais c'est hallucinant. Elle convoque les réunions dans son ministère. On voit bien qu'il y a un mélange des genres. Mais on l'avait déjà vu. Dominique Voynet l'avait fait avec Jean-Luc Benamias en 98. Exactement pareil. D'accord, mais quand même... Elle était ministre. Voilà. Ça, non, mais les écolos... Il n'y a pas de contestation. Et sur l'image que ça renvoie. Parce que justement, puisqu'on est dans la communication et la perception... dans un mois. Pour terminer sur cette entre guillemets séquence, comme on dit, la réponse de Cécile Duflot, l'image que ça renvoie, là, Claude Posternac, communicant. En termes de com, Duflot fait un sans faute. Elle fait le boulot de ministre et elle fait plutôt bien. Elle va sur le sociétal quand il faut remobiliser les troupes et lorsqu'elle est trop attaquée. Mais d'un autre côté, ce parti-là, est-ce qu'il a un véritable avenir ? Lorsqu'on voit que la personne qui a quand même pensé un petit peu tout ça, qui est quand même Cohn-Bendit, sort un livre en disant « il ne faut plus de parti politique », est-ce que ce n'est pas quelque part aussi un constat d'échec de ce qui a été un formidable espoir ? Il y a quand même un paradoxe, parce que vous dites, et ce sera le mot de la fin, vous dites « elle est très bonne en com, Cécile Duflot, elle arrive à aller sur le sociétal, les critiques à Manuel Valls quand elle est menacée, mais en même temps, et vous l'avez dit, on est quand même là, le congrès arrive, là, à un moment où tout ça, on a l'impression que les membres de la firme, ou du moins ceux qui tirent les ficelles, le font de plus en plus ouvertement, peut-être, en tout cas. Est-ce que ça, c'est pas justement le gros problème de communication ? C'est tout le problème. Les écologistes doivent-ils être bons en communication pour faire vivre une alternative à ce qui existe ? Ou bien doivent-ils être bons en communication pour passer plus à la télé et avoir des gens qui votent pour eux? La question, elle est sempiternelle. Et les écologistes, depuis les années 70, se la posent. On pourrait dire parfois ni l'un ni l'autre. Hein. Mais oui, mais est-ce que nous entrons en politique comme tout le monde ou est-ce que nous faisons de la politique autrement? Et c'est ce qui a été rappelé. Et c'est toute la question des écologistes depuis le départ. En effet, elle est bonne en com pour être ministre et pour faire exister l'écologie de gouvernement. Elle n'est pas forcément excellente en com pour avoir une stratégie à long terme. Et c'est le reproche qu'on peut adresser aux écologistes. Parce que sauf, et vous l'avez rappelé, quand Daniel Cohn-Bendit revient une fois de temps en temps et qu'il lance une aventure qui donne un peu de fraîcheur, de grandeur, la coopérative de souffle avec Europe Écologie notamment. Là, il y aurait besoin d'un nouvel Europe Écologie. On ne voit pas très bien d'où il viendrait en l'occurrence. Mais on fait survivre une écologie de gouvernement, une écologie de transformation. D'accord, donc quand vous dites un nouvel Europe Écologie, c'est quelqu'un qui parle et qui fasse de la communication, mais vis-à-vis d'idées, de projets pour remobiliser... Vis-à-vis de la société publique générale et pas seulement de la petite société politique. D'accord, ce que ne fait pas d'ailleurs Noël Mamère non plus dans l'extrait, parce qu'il reste finalement dans le même registre. On ne sait pas, peut-être que Noël Mamère, avec Delphine Bateau, avec quelques autres, vont essayer de créer un nouveau mouvement. Ah, d'accord. Oula, alors je vois que cette hypothèse de fin d'émission laisse certains sceptiques ou du moins surpris, voilà. Oui. Bon, écoutez, on verra. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Adam Douilleb qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Je dis qu'il y a là une dimension de poéticité, si tu veux, le discours écologiste, et qui est lié au sensible, tu vois, les expressions imagées, le registre familier, un certain style familier. L'écolo rentre dans ce style familier. Tu vois, ça rentre dans une sorte de complicité entre êtres vivants. Tu vois, c'est ça le côté poétique un peu qui existe, qui reste, mais qui tend à disparaître. En période de crise, tu as du chômage.